Il y a des gouvernements qui acceptent la défaite et des peuples qui disent non. D'hier et d'aujourd'hui, les exemples sont nombreux. Galilée vous invite à remonter le temps jusqu'en 1871 à la rencontre de ceux et de celles qui à cette époque se sont révoltés. Parmi eux, l'écrivain Jules Vallès, le peintre Gustave Courbet ou Louise Michel, une institutrice encore inconnue. C'est l'histoire de la Commune, une guerre civile où les Parisiens se sont battus pour des idées, où ils ont rêvé de laïcité, de liberté de la presse ou encore de garantie contre le chômage. Des idées auxquelles nous devons beaucoup. Une terrible guerre civile a eu lieu à Paris. En 3 mois, elle fit près de 30 000 morts. C'était en 1871. Il y a 130 ans, il n'y avait pas la tour Eiffel, bien sûr. Et autour de Paris, c'était la campagne. Des fortifications entouraient la ville pour la protéger des armées ennemies. Elles n'ont servi qu'une fois, en 1870. À cette époque-là, les Prussiens avaient battu les Français dans l'est de la France et de victoire en victoire étaient arrivés jusqu'à Paris, qu'ils avaient assiégé. L'armée française en déroute. Paris assiégé. Les 22 ans du règne de Napoléon III se terminent dans l'humiliation totale. Pendant 4 mois, les Parisiens ont subi le siège. Ils ont tenu, souffert, en espérant un jour remporter la victoire. Mais le 28 janvier 1871, le gouvernement de Thiers signe l'armistice. La France a perdu la guerre. Montmartre est l'un des points les plus hauts de Paris. À l'époque, le Sacré-Cœur n'existait pas. Le jardin était une carrière. Et au sommet de la butte tournaient des moulins à vent. Pendant le siège, des canons avaient été entreposés ici, à Montmartre. Même si la guerre est finie, les Parisiens continuent de refuser la défaite. Thiers, qui a peur du peuple de Paris, décide de désarmer la capitale. Un matin du mois de mars, il envoie ses troupes récupérer les canons. Cet épisode est entré dans la légende. Le 18 mars au matin, en douce, l'armée vient s'emparer des canons, c'est dans le petit jour. La garde des gardes nationaux est là, elle essaie de s'interposer, la troupe tire, Turpin est le premier à être atteint, il va mourir d'ailleurs 24 heures ou 48 heures après, et c'est le premier mort en fait de la Commune. À ce moment-là, les femmes de la rue Le Pic arrivent, les troupes de femmes qui vont s'adresser aux soldats pour fraterniser. Les soldats hésitent, on leur donne l'ordre de tirer, ils refusent de tirer, ils mettent la crosse en l'air. Certains sous-officiers leur demandent de mettre la crosse en l'air. Le général est arrêté et entraîné vers le poste. Toute une grande confusion, puis un autre général qui passait par là se trouve également récupéré. Ils sont entraînés vers la rue des Rosiers, la rue actuelle du Chevalier de la Barre, et ils sont exécutés. Thiers a son prétexte, car en fait c'était un prétexte, il refuse toute espèce de négociation et la Commune va commencer. À partir de ce moment-là, Paris est en guerre contre le gouvernement légal qui s'est installé à Versailles. Dès les premiers jours de l'insurrection, les Parisiens élisent un conseil de la Commune. Parmi ses membres, il y a des gens célèbres, l'écrivain Jules Vallès ou le peintre Gustave Courbet. Il y a aussi des inconnus, Gaillard, cordonnier, ou Rigaud, étudiant. Les communards veulent changer la société. Ils veulent l'instruction gratuite et laïque. Ils veulent la séparation de l'Église et de l'État. Ils veulent la liberté de la presse, la suppression de l'armée et de la police, la protection de la santé et de l'enfance, de la vieillesse et des travailleurs. Ils se réunissent à l'hôtel de ville. La Commune, elle nous a laissé un brouillon pour lequel il y a 2 siècles de travail. Et on n'a pas encore fini de réaliser le brouillon de la Commune, on n'a pas encore réussi à obtenir cette république sociale et favorable aux plus modestes que voulaient les communards. Vouloir l'éducation pour le plus grand nombre, il y a de quoi faire rêver. Vouloir qu'il y ait une réglementation
qui respecte les gens qui travaillent, qui ne soit pas uniquement basé sur le profit, ça peut toujours faire rêver. Enfin, vous voyez, c'est vouloir une meilleure justice, je pense que c'est pas mal. Hein. Donc, je crois qu'il y a encore à rêver pour la commune, on s'en aperçoit d'ailleurs en ce moment. Décharné, de rayons vêtus, fou de fièvre au coin d'une impasse, Jean Misère s'est abattu, douleur, dit-il, n'es-tu pas lasse? Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Je fus bon ouvrier tailleur, vieux que suis-je, une loque immonde. C'est l'histoire du travailleur, depuis que notre monde est monde. Bonjour. Quand j'étais gamine, ces chants-là, on les entendait. On les entendait encore. Dans mon immeuble, le dimanche, à la fin des repas, il y avait toujours quelqu'un qui se mettait à chanter. Et c'était des chansons de Piaf, mais c'était aussi des chants révolutionnaires. Je les avais entendus sans bien les comprendre, j'étais très gamine. Mais elles m'étaient restées en mémoire. Les chansons de la commune, elles nous parlent de la misère, de la révolte, des ouvriers, déjà les premiers ouvriers. Maigre salaire, nul repos, ils ne peuvent pas se mettre en grève. Un jour le ciel s'est éclairé, le soleil à lui dans mon bouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Paris est en guerre, et si aucun combat n'a encore eu lieu, en ces mois d'avril et de mai, on prépare la bataille. Comme ici, au carrefour du boulevard de Belleville et de la rue de Ménilmontant, où on construit une barricade. 30 à 40 000 gardes nationaux sont prêts à se battre, encadrés par des officiers. L'ennemi, lui, est à Versailles, fort d'une armée de 130 000 soldats. L'armée de Versailles est une armée traditionnelle, par définition. Ce sont des gens qui sont disciplinés, qui sont organisés en bataillon, en compagnie, en section, qui obéissent au doigt et à l'œil. Or, la guerre n'est pas un repas de gala, c'est un combat difficile, tandis que les communards, qui récusent précisément l'État, l'armée, toutes les formes organisées de la société d'oppression, ils vont se présenter en ordre dispersé, avec la moitié de leurs effectifs, une partie auront trop bu, il y aura des femmes, des enfants, tout ça, par conséquent, les vulnérabilise par rapport à une armée traditionnelle qui marche au pas cadencé et qui a appris à tirer au fusil contre un ennemi. Le 21 mai 1871, dans la soirée, l'armée des Versaillais entre discrètement dans Paris par la porte du Point du Jour, qu'aucune sentinelle ne garde. La semaine sanglante vient de commencer. Les Versaillais conquièrent assez facilement les quartiers ouest de Paris. Les communards résistent derrière leurs barricades. Mais au bout de 3 jours de combat, ils ont perdu la moitié de la ville. La capitale est en flammes. L'hôtel de ville, les Tuileries, le palais de justice sont entièrement détruits. Les Versaillais ne font pas de prisonniers. Ils exécutent sur place les moindres suspects. De leur côté, les communards fusillent une centaine d'otages, parmi lesquels des policiers et des prêtres. Prêtres sacrifiés à la haine anti-religieuse, gardes de Paris et prisonniers civils, victimes des passions politiques, ils ont partagé les mêmes souffrances et subi le même sort. Dans l'esprit de bien des gens de la classe ouvrière, la religion apparaissait plus solidaire de la classe bourgeoise, des propriétaires, de l'autorité, du pouvoir. Et lorsque des gens ont voulu changer le régime politique de la France,
ils ont pensé que la religion n'était pas de leur côté et donc il y avait une sorte de rejet de la religion. Ces gens qu'ils avaient pris en otage, par exemple, étaient solidaires, selon eux, des injustices passées. En les exécutant, même si je ne partage pas le point de vue de ces personnes qu'on appelle les communards, je pense qu'ils se donnaient bonne conscience en disant on fait une œuvre de salut public. Le 27 mai, des combats ont lieu dans le cimetière du Père-Lachaise. On se bat au corps à corps entre les tombes. 147 communards sont fusillés contre le mur du cimetière. Il s'agissait de se débarrasser de cette canaille parisienne qui fomentait les révolutions, qui avait déjà fait 93 et les sans-culottes, et puis puis 48, et puis toutes ces révolutions et toutes ces émeutes. Il fallait s'en débarrasser de manière définitive. C'est ce général qui dit, à propos d'un gars qu'il fait fusiller d'ailleurs, il lui demande sa profession, le gars répond maçon, et il dit c'était maçon et ça veut diriger l'État. C'était bien l'idée qu'on se débarrassait de gens qui étaient un danger, ce qu'on appelait sous le Second Empire les classes socialement dangereuses. Il n'y a pas de héros. Il y a des gens qui se sont battus. Il n'y a pas de héros. Je ne crois pas aux héros. Pas plus que les communards n'y croyaient. C'est un peu ma famille. C'est un peu ma famille. Je me sens chez moi. En une semaine, les combats ont fait environ 30 000 morts du côté des communards et 900 du côté des Versaillais. Les survivants sont envoyés au bagne. Paris est détruit. 9 ans plus tard, la Troisième République proclamera l'amnistie pour tous les communards.